Le Conseil des ministres s'est donc tenu à Ouagadougou ce mercredi 24 août 2022 en sa séance ordinaire de 9h à 15h25. C'est un Conseil de ministres qui a été placé sous la présidence de son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du FASO, président du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Parmi les dossiers inscrits à son ordre du jour, j'en ai sélectionné donc quelques-uns pour vous. Premièrement, au titre donc de la présidence, dans le but d'assurer une impulsion véritable au processus de réconciliation nationale en cours, il est apparu nécessaire de mettre en place une instance d'orientation et de suivi de la politique du gouvernement en matière de cohésion sociale et de réconciliation nationale dénommée Conseil national de la réconciliation et du vivre ensemble, en abrégé CNREVI. Le Conseil national donc de la réconciliation et du vivre ensemble est chargé donc de donner des orientations et de suivre la mise en œuvre du plan d'action intégré des stratégies relatives à la cohésion sociale, à la réconciliation nationale, à la prévention de la radicalisation et de la lutte contre l'extrémisme violent, au pacte de vivre ensemble. Et en outre, il est chargé donc de donner des orientations pour la réparation et l'indemnisation des préjudices subis par les victimes dont les dossiers sont déjà traités et évalués, ainsi que pour le traitement des dossiers nouvellement enregistrés au ministère en charge donc de la cohésion sociale. Le Conseil a instruit donc le ministre d'État Yero Boli en charge de la cohésion sociale de poursuivre donc la continuité de la création donc de ce Conseil national de réconciliation et du vivre ensemble. Au titre du ministère des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté donc deux rapports. Le premier rapport est relatif donc à une demande d'autorisation pour l'octroi d'un permis d'exploitation semi-mécanisé d'or dénommé Diatara de la société Stargate Minera. Ce projet d'exploitation donc est situé dans la commune de Midebo, province du Numbiel, région du sud-ouest. Le permis d'exploitation couvre une superficie donc de 100 hectares. Le gisement de Diatara a une ressource exploitable prévisionnelle de 14 667 tonnes avec une teneur moyenne de minerais qui est de 2 grammes par tonne pour un taux de récupération de 80%. Il faut savoir que durant la première période d'exploitation au projet aurifère Diatara, il est attendu un montant de 211 803 500 francs CFA au profit du budget de l'État au titre donc de taxes et de redevances. Le Conseil a marqué son accord pour l'octroi du permis d'exploitation semi-mécanisé d'or Diatara à la société Stargate Minera. Le deuxième rapport est également relatif à une demande d'autorisation pour l'octroi d'un permis d'exploitation semi-mécanisé d'or dénommé Nyimpere de la société Wenpanga Or. Donc c'est un projet qui est situé dans la commune de Dano, province de Loba, région du sud-ouest également. Il a pour objectif l'exploitation des dépôts de minerais aurifères provenant de l'extraction des zones minéralisées dans le périmètre du site. Le permis d'exploitation couvre également une superficie de 100 hectares. Le jugement va rapporter, donc, va générer un montant annuel de 221 558 750 francs CFA au profit du budget de l'État au titre des taxes et redevances minières. Le Conseil a donc marqué son accord pour l'octroi du permis d'exploitation semi-mécanisé d'or Nyimpere à la société Wenpanga Or. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le Conseil donc a adopté un rapport relatif à l'approbation à une passation donc de marché par appel d'offres internationales pour la construction d'une école normale supérieure de formation des enseignants en sciences et d'un lycée scientifique d'application au profit donc du MENA-PLN dans le cadre de la convention avec la Fondation Kosiam Jesuit University COJUS sur le financement du PACE et du MENA-PLN. Le Conseil donc a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises suivantes. L'O1, groupement EKS/Sogedim pour les travaux donc de terrassement généraux, annexe
pour un montant de 441 840 573 francs CFA. Lot 2 du groupement MRJF CETA Togo pour les travaux de construction donc, de la salle de l'école normale supérieure, un bâtiment R+3 pour un montant d'1 162 743 931 francs CFA avec un délai d'exécution donc de 10 mois. Le lot 3 concerne donc le groupement Eloma PMS pour les travaux de construction de salles de classe du lycée scientifique d'application. C'est un bâtiment R+3 pour un montant d'1 236 824 370 francs CFA TTC. Le lot 4, c'est l'entreprise donc ECW pour les travaux de construction de dortoirs, bâtiment en R+3 pour un montant donc de 786 491 091 francs CFA TTC. Le lot 5, c'est le groupement Gécomine SA et SBTC Holding Group pour un montant donc de 693 323 935 francs TTC. Le lot 6, Sociogetel, pour un montant d'1 193 299 507 francs CFA. Le lot 7, le groupement BGEP ACMG, pour un montant de 448 604 253 francs CFA. Le montant total donc de ces attributions s'élève à 5 963 127 664 francs CFA. Il faut rappeler donc que le financement est assuré par le don IDA, un projet démarré donc depuis janvier et qui a suivi tout le processus qui vient à l'aboutissement donc de la soumission de ce rapport en Conseil de ministres. Alors le premier point, c'est donc de parler de la submersion d'une portion de la route nationale numéro 1. Sur cette route-là, à hauteur donc du village de Kérédougou, entre Boromo et Pa, il y a eu donc une submersion de la route, donc suite aux pluies intervenues donc dans la nuit du vendredi 19 août. Et le phénomène est localisé autour donc du pont, donc qui est situé sur la rivière donc Grand Balai, et sur le pont qui est autour d'une envergure de 60 mètres de longueur. Alors le phénomène, je dirais, est cyclique parce que ce phénomène-là est intervenu en 2018, ça s'est répété donc en 2021, donc l'an passé, avec une amplitude moindre. Pour ce qui concerne donc le dernier événement, les faits qui ont été observés sur le terrain sont les suivants. Alors au niveau donc de la chaussée, on a constaté que la chaussée était immergée sur une distance d'environ 3 km en amont et en aval donc du pont. Alors côté Boromo, ça veut dire que si vous venez de Ouaga, côté Boromo, donc la submersion commence à environ 20 mètres du pont et sur une distance d'environ 1 km. Et côté Pa, donc la submersion commence à environ 80 mètres du pont et sur une distance d'environ 2 km. Ce qu'il convient de souligner, contrairement à ce qui a été dit souvent sur les réseaux, c'est que le pont lui-même n'a pas été submergé. Mais actuellement, le pont fonctionne à pleine charge. À pleine charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'eau qui remplit l'intérieur du pont jusque donc sous la dalle, ce qui bien sûr n'est pas une bonne chose. Maintenant, en ce qui concerne les causes donc probables, il y a plusieurs hypothèses que nous avons donc mises sur la table, que nous sommes en train d'examiner. Il y a d'abord le fait que le pont lui-même peut présenter une insuffisance à écouler donc un débit exceptionnel. J'ai vu bien débit exceptionnel. Alors ensuite, il y a aussi la probabilité qu'il y ait un ensablement ou un encombrement donc, du cours d'eau, donc ce qui peut avoir entraîné une réduction au niveau de la profondeur du lit. Et il faut à ce niveau-là signaler que la zone se trouve dans une zone de forêt classée. Et ensuite, autre hypothèse, c'est qu'on peut avoir aussi des aménagements donc, côté aval donc, de l'ouvrage qui peuvent effectivement impacter sur le débit donc, du cours d'eau. Et autre phénomène qui peut être en tout cas à l'origine, c'est le reflux des eaux donc, du fleuve Moun. Pour ce qui concerne donc, les solutions qui sont envisagées, alors à court terme, il s'agit tout simplement pour nous donc, de renforcer les mesures donc, de signalisation et informer les usagers. Parce qu'il faut qu'on ait un langage aussi de vérité. Au stade actuel, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, toute solution qu'on pourrait mettre en œuvre ne peut être, en tout cas, mise en œuvre que lorsque on va sortir de la saison de pluie.
Alors, donc, à moyen terme, il s'agit pour nous donc d'étudier donc de façon sérieuse donc le phénomène afin donc d'y apporter donc la meilleure solution. Alors, parce qu'une des solutions pourrait consister par exemple à rehausser la ligne rouge donc, de la route. La ligne rouge, donc, c'est la ligne, lorsqu'on construit la route, la ligne sur laquelle on se cale pour être sûr que la chaussée n'est pas submergée. Alors, donc, on peut rehausser donc, cette ligne-là en amont et en aval du pont, mais il faut être sûr que cette solution règle définitivement le problème. Il y a aussi le fait que nous devrons également analyser donc, tout ce qui est phénomène hydrologique autour donc, de ce cours d'eau-là pour voir est-ce qu'il n'y a pas peut-être nécessité de mettre en place un ouvrage de décharge. L'ouvrage de décharge donc, permettra qu'en cas de survenir encore de cet incident-là, qu'on puisse donc permettre à l'eau de pouvoir aller vers un autre endroit. Ça pourrait être par exemple un barrage. Ici, nous avions dit la dernière fois qu'il y avait des ouvrages donc, qui avaient été sabotés donc, à hauteur de Diapaga et Niadiaboli, donc au niveau de la région de l'Est. À la date d'aujourd'hui, ces ouvrages ont été réparés et donc on a rétabli des trafics donc, sur ces tronçons. Il y a encore eu d'autres attaques récemment, notamment une attaque sur la RN3, donc à hauteur du pont de Naré que nous avions réparé précédemment. Alors actuellement, les dispositions sont en train d'être prises pour qu'on puisse faire des réparations. On nous a également signalé un incident que nous sommes en train de vérifier. Donc, il s'agit donc d'un éventuel sabotage donc, sur la RN18, donc sur l'axe Fada-Pama. Et nous sommes en train de vérifier pour voir si cette information donc, est vérifiée. Alors donc c'est pour dire que la problématique de sécurisation de nos ouvrages sur les axes routiers se pose. Mais comme vous le savez, on ne peut pas poster des hommes à tous ces niveaux-là parce qu'on a énormément d'ouvrages donc, sur les axes routiers. Mais nous sommes en train d'envisager d'autres solutions donc, pour permettre que, en tout cas à terme, on puisse assurer plus de sécurité donc, à nos ouvrages. Je voudrais apporter quelques éclairages sur la nouvelle dynamique de coopération opérationnelle que nous sommes en train de mettre en place. La coopération opérationnelle est l'un des maillons essentiels de l'approche efficace de lutte contre la menace terroriste, qui est une menace transnationale, qui est une menace commune à plusieurs pays de la sous-région. Avec le Niger, nous avons une coopération qui est très ancienne, je dirais une amitié, et qui nous permet donc d'échanger, de mutualiser beaucoup de nos moyens. Nous échangeons beaucoup en termes d'appui mutuel sur les moyens aériens, sur plusieurs autres aspects donc, du fonctionnement de nos forces armées. Et c'est dans ce cadre que nous menons depuis quelques années une série de manœuvres conjointes qui sont baptisées Tanli. Il y a déjà eu Tanli 1, Tanli 2, Tanli 3 qui ont permis d'avoir des résultats significatifs sur la menace terroriste. Le bilan que nous avons pu faire récemment montre que nous avons pu neutraliser près de 300 terroristes, près de 300 motos, des véhicules. Malgré ces résultats concrets assez importants, le constat est que la menace terroriste continue à nous poser d'énormes défis sur notre frontière commune. Nous avons donc avec notre voisin du Niger échangé récemment sur la nouvelle approche face donc à ces défis qui se posent toujours sur notre frontière commune. Nous avons donc décidé de nous retrouver sur un certain nombre de points qui ont considéré l'agenda de la rencontre, ce qui nous a permis donc de passer en revue tous les aspects stratégiques et de remettre en selle quelques idées qui se fondent sur le constat d'abord que notre cadre de coopération sous-régionale, notamment en ce qui concerne le G5 Sahel, qui est en souffrance, qui fait que la solidarité, qui était l'élément central donc, de la coopération, connaît quelques difficultés entre certains pays. Donc nous avons convenu donc, de resserrer les rangs autour de notre espace commun, qui est celui de l'Iptako-Gourma, qui est l'espace qui est le plus problématique dans cette menace, la zone des 3 frontières. Vous savez que le long de nos frontières, il y a l'État islamique au Grand Sahara qui est très actif. Il y a aussi le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est aussi très actif. Et donc ces deux groupes mènent des actions perlées un peu sur l'ensemble de notre frontière, ce qui nous amène à reconsidérer un peu l'approche
des opérations Tanli, qui étaient des opérations périodiques, faire en sorte que nous ayons une approche qui permet donc d'avoir un dispositif permanent. Sachez donc que nous avons réorienté un peu notre approche avec un point d'orgue de reprofiler les axes essentiels d'une nouvelle stratégie qui va donc nous amener à ressouder les rangs avec le Mali, mais aussi avec d'autres pays avec lesquels nous partageons aussi des défis communs comme le Bénin. C'est dire que dans les jours à venir, nous allons poursuivre la dynamique de renforcement de cette coopération avec notre voisin du Mali, avec le Bénin, avec d'autres pays avec lesquels nous partageons ces défis que nous pose le terrorisme. Voici la nouvelle approche. Mais plus globalement, sachez que nous déployons une diplomatie militaire beaucoup plus vaste en direction de tous nos partenaires. Nous allons donc poursuivre cette dynamique qui va nous permettre de renforcer nos capacités opérationnelles. Et je pense que cette dynamique est celle qui va nous amener de l'embellie dans cette lutte que nous menons très farouchement et qui va connaître les jours à venir aussi la dimension holistique qui sera développée à travers le développement des autres axes de la stratégie, avec aussi, comme on l'a annoncé, la tenue très prochaine de la Journée nationale de refus du terrorisme.